Chapitre 10, induction électromagnétique. Première chose, tu veux savoir ce que ça veut dire, et je vais te le dire, l'induction électromagnétique, l'idée c'est de faire apparaître des effets électriques en utilisant le magnétisme. Donc, la game, là, au chapitre 10, c'est ça, pratiquement du début à la fin. On a des montages, des expériences, des scénarios de problèmes où il n'y a pas d'électricité au départ dans un circuit et à l'aide du magnétisme, on vient faire apparaître de l'électricité là où il n'y en avait pas au départ. Et éventuellement, on va récolter cette électricité-là pour faire allumer des ampoules, pour faire fonctionner des moteurs, pour la mesurer tout simplement. Alors, l'induction électromagnétique, c'est ça. On se sert du magnétisme pour faire apparaître de l'électricité. On va transformer, c'est une transformation, l'énergie magnétique en énergie électrique qu'on va pouvoir récupérer et utiliser. C'est le principe des générateurs, des alternateurs dans les voitures. C'est le principe des barrages hydroélectriques. C'est le principe, en fait, de pas mal d'affaires. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Pour faire de l'électromagnétisme, on a une seule et unique équation. Tu veux la noter en beaucoup trop gros. Elle est sur ta feuille de formule et elle va comme ceci. On peut mettre un petit IND à côté du epsilon. Tu vois que j'exagère le combien gros je l'écris. Et je veux dire pourquoi, c'est que au chapitre 10, à part la définition du flux magnétique phi, le flux magnétique étant Weber, dont j'ai parlé dans la vidéo précédente, il n'y a qu'une seule et unique équation, et c'est celle-là. Cette équation-là s'appelle la loi de Faraday. Tu as peut-être déjà entendu parler de ce gars-là. Il a travaillé fort sur l'électricité et le magnétisme, et c'est lui qui nous a légué la fameuse loi de Faraday qui sous-entend la loi de Lenz, et nous allons la décortiquer et voir comment on peut l'appliquer pour comprendre le phénomène d'induction électromagnétique. Écoute bien ça. Premièrement, on définit les variables. Epsilon induit, c'est des volts. C'est la force électromotrice, la tension en volts, qu'on va récolter dans le circuit où on fait apparaître l'électricité. Donc, on l'appelle la force électromotrice. On dit aussi F et M pour faire court. Force électromotrice induite dans le circuit. Pour être bien clair, c'est une force électromotrice qui va être uniformément distribuée sur toute la longueur du circuit électrique. Imagine que le circuit électrique, c'est une boucle avec un fil conducteur ou une boucle qui a 3 ou 4 tours de fil conducteur. La F et M, epsilon, va être uniformément distribuée en petits morceaux infinitésimales d epsilon, comme ça, qui vont être répartis uniformément partout sur la longueur du fil. Donc là, il faut pas que tu cherches une source epsilon induite comme ça, qui va apparaître par magie, comme si c'était Harry Potter qui faisait apparaître, bang, une pile de 1,5 volts quelque part en particulier dans le circuit. La source epsilon induite, elle n'est pas localisée comme une pile ou une vraie source. C'est une source qui apparaît partout en même temps, distribuée de façon homogène sur toute la longueur du circuit, et cherche-les pas avec tes yeux, tu la verras pas, elle est invisible. OK, on passe à la prochaine variable. N majuscule, c'est le nombre de spires ou le nombre de tours de fil qu'il y a dans ton circuit. Ici, on en aurait peut-être, je sais pas, 1, 2, 3, 4, 5, une quinzaine, une douzaine, je me souviens plus. 7 spires, tiens. N peut valoir 1 s'il y a un seul tour, et souvent dans les exemples et dans les explications, je vais garder la valeur de N égale à 1 pour simplifier les explications et les rendre plus pédagogiques. Maintenant, c'est simple, c'est une bête multiplication. S'il y a 2000 tours de fil, c'est pas 2000 fois plus compliqué. Tu fais juste fois 2000 et c'est réglé.
La partie intéressante, c'est la dérivée temporelle dφ dt. Ça, ces unités de mesure, ce sont des Weber par seconde et on va dire que c'est le taux de variation du flux magnétique dans la surface qui nous intéresse. Donc, la game, c'est qu'il faut faire varier le flux magnétique en fonction du temps. Il y a plusieurs façons de faire ça. Pour avoir un flux magnétique, il faut qu'il y ait un champ magnétique B ou une densité de flux magnétique B. Appelle-la comme tu veux. Moi, je vais l'appeler champ magnétique pour pas mêler personne. Mais on garde en tête que le champ B en Tesla est en fait une mesure de la concentration des lignes de flux magnétique comme ça, et il y en aurait un peu partout s'il est constant et uniforme. Bon, écoute, notre circuit est immergé dans un champ magnétique et on doit réfléchir à comment est-ce possible de générer une variation de flux magnétique dans le temps. Il existe en fait 3 façons. Première option, tu peux modifier la grandeur du champ magnétique B. Comment tu fais ça? Ben écoute, si c'était un aimant qui générait ton flux magnétique, un aimant nord-sud, tu la prends et puis tu la déplaces, tu l'éloignes. En éloignant ton aimant qui générait ton champ magnétique comme ça autour d'elle, tu vas diminuer l'intensité du champ magnétique et à l'intérieur de ton circuit, il va y avoir une variation de flux magnétique qui est proportionnelle au champ magnétique généré par ton aimant au fur et à mesure que le temps va passer. Si t'aimes mieux augmenter le flux magnétique, cool, prends ton aimant et approche-la du circuit. L'intensité du champ magnétique va augmenter, donc l'intensité du flux phi à l'intérieur de la surface va augmenter aussi. Et bingo, tu viens d'obtenir une dérivée dφ dt non nulle qui vaut quelque chose, positif ou négatif, et qui va nous générer de l'induction électromagnétique et un courant va se mettre à circuler à l'intérieur de ton circuit. On appelle ça le courant induit, j'en parle tantôt. Autre option, tu peux squeezer la surface de ton circuit. Tu peux modifier la surface A de ton circuit. Comment tu fais ça? Ben écoute, c'est du fil ça, c'est mou, c'est pas solide. Tu le prends et puis tu l'écrases. Tu pèses dessus avec une force extérieure et tu vas déformer ton circuit. La surface A à l'intérieur va probablement diminuer. On peut penser à des moyens mécaniques aussi d'augmenter la surface A. J'ai des exemples là-dessus plus tard. Et à ce moment-là, comme on augmente ou on diminue la surface, il va y avoir plus ou moins de lignes de flux magnétique contenues à l'intérieur de la surface pour le même champ B. Et on va se ramasser avec un dφ dt non nul qui va lui aussi générer un courant électrique dans le circuit où il n'y en avait pas au début. Troisième et dernière méthode pour obtenir de l'électricité là où il n'y en avait pas, tu fais tourner le circuit. On va appeler ça rotation. On va mettre en rotation notre surface. On va la faire tourner autour d'un axe avec une vitesse angulaire oméga. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, au fur et à mesure que l'orientation θ va changer en fonction du temps, qu'on le veuille ou non, le nombre de lignes de champ magnétique qui traversent la surface va être modifié et on va se ramasser avec un dφ dt non nul qui, lui aussi, génère de l'électricité. J'ai été rapidement, et je m'attends pas à ce que vous notiez ces 3 méthodes-là de façon rigoureuse. Il n'y en a que 3. Il n'y en a pas plus que ça, et on va voir mathématiquement pourquoi. Prenons le flux magnétique, phi est égal à A, B, cos θ. Et intéressons-nous à l'évaluation de la dérivée du flux magnétique par rapport au temps. On va avoir d dt, la dérivée, de 3 fonctions. La fonction A, la surface, la fonction B, l'intensité du champ magnétique, et la fonction cos θ, le cosinus de l'angle entre A et B, les 2 vecteurs importants pour calculer le flux. Ces 3
variables-là sont en fait des fonctions. A peut dépendre du temps, B peut dépendre du temps, et θ peut dépendre du temps lui aussi. Pourquoi je dis qu'ils dépendent du temps? Ben, si vous voulez avoir du plaisir et récolter effectivement de l'électricité en faisant de l'induction, il y a un de ces trois-là qui doit varier, ou une combinaison d'un avec un autre, ou les trois en même temps. Il y a quelque chose qui doit être une fonction du temps et ne pas valoir toujours la même chose. Donc, on doit avoir soit A, soit B, soit θ, qui est une fonction du temps et qui n'est pas une constante. On se ramasse avec une multiplication de trois fonctions. Et dans le cours de calcul différentiel, vous êtes supposé avoir vu comment faire ça. On fait la dérivée de la première, dA dt, multipliée par la deuxième et la troisième, qu'on ne dérive pas. Comme ça. Ensuite, on additionne la dérivée de la deuxième, dB dt, multipliée par la première et la troisième, qu'on ne dérive pas. Et finalement, dernier terme, on dérive la troisième fonction, la dérivée de cos. Qu'est-ce que ça donne? Dérivée de cos, on a moins sin θ fois la dérivée de l'intérieur. Comme θ est une fonction du temps, il faut faire dθ dt. Et on va multiplier tout ça par A et par B, fois AB. Regardez bien ce que ça donne. Je peux remplacer le plus qui est ici par un moins ou mettre à l'intérieur sin θ dθ dt fois A fois B. Et on a trois termes. Trois beaux termes avec un terme qui contient la dérivée dA dt, un autre terme qui contient dB dt et un autre terme qui contient dθ dt. Regarde bien ça. Le terme dB dt, c'est la variation de champ magnétique par rapport au temps. Ça revient à modifier l'intensité du vecteur champ magnétique. C'est la première méthode dont j'ai parlé tout à l'heure pour faire apparaître de l'électricité là où il n'y en a pas. dB dt, ça correspond à éloigner ou à approcher l'aimant de notre circuit. Ensuite, dA dt, c'est équivalent à modifier la surface A de notre circuit en squeezant cette surface-là ou en l'étirant. Et c'est la deuxième méthode dont j'ai parlé qualitativement tout à l'heure pour faire apparaître de l'électricité là où il n'y en a pas. dθ dt, c'est en fait la vitesse angulaire, comme vu dans le cours de mécanique, chapitre sur la rotation. On l'appelle oméga en rad par seconde. Et tu as compris que c'est en fait la rotation de notre boucle autour d'un axe de rotation à une vitesse oméga donnée. Et c'est la troisième méthode dont j'ai parlé tout à l'heure. On modifie la position angulaire, l'angle entre A et B, les deux vecteurs, et on va se ramasser avec l'induction électromagnétique. Ça, ce n'est pas sur votre feuille de formule et vous devez être capable d'aller le chercher tout seul. C'est pas la mer à boire, surtout que tu as accès aux vidéos et à ton livre. Et votre travail, quand vous allez faire les exercices dans le livre, c'est d'identifier à quel cas vous avez affaire. Et voici ma promesse. Ça va être un seul terme à la fois. Je m'explique. Dans les exercices du livre et dans l'examen à la fin de la session, on va pas faire varier deux trucs en même temps. Soit le champ magnétique B va être variable dans le temps, et à ce moment-là, on vous garantit que A ne changera pas et que θ ne changera pas. Ça veut dire que d phi dθ dt va être égal seulement au terme dB dt A cos θ, et les deux autres termes, dA dt et dθ dt, vont donner 0. Puisque dA dt va donner 0 puisque l'air ne changera pas, et dθ dt va donner 0 parce qu'il n'y aura pas de rotation. On va faire une seule chose à la fois. Et ça va être soit une modification de champ magnétique, soit une modification d'air, soit une modification de position angulaire, mais jamais une combinaison
de 2 ou de 3 à la fois. Donc, vous identifiez à quoi vous avez affaire. Est-ce que c'est le champ qui varie? Est-ce que c'est la surface? Est-ce que c'est l'angle? Et si vous le savez pas, pour commencer, vous mettez les choses au clair jusqu'à temps que vous sachiez quel terme utiliser. Et à toutes les fois, vous allez avoir une dérivée des phi dt qui va se résumer à un seul terme. Les 2 autres termes vont être égaux à 0 et vous allez avoir la conscience tranquille. Donc ça, c'est ma promesse. Et dans tous les exercices du livre, c'est comme ça aussi. Maintenant, il faut qu'on revienne à la loi de Faraday parce qu'il y a un détail important qui est dans le signe négatif. Ce détail-là est tellement important que c'est pas un détail du tout et qu'on l'appelle la loi de Lenz. Et c'est tellement important et tellement subtil que j'arrête la vidéo ici et que je vous encourage à écouter la prochaine vidéo qui traite à elle seule de la loi de Lenz. Avant, je vous dis que le moins qui est à l'intérieur de la loi de Faraday n'est pas un moins numérique, mais bien un moins philosophique. Et lorsque vous faites les calculs, vous pouvez l'enlever à condition de garder en tête que vous devez appliquer vous-même, dans votre tête, sur papier, la loi de Lenz correctement. Et pour ça, il faut écouter la prochaine vidéo et faire les exercices de tester votre compréhension dans le livre de la France.